constricteur. Un saignement pulsatile signe une origine artérielle de l'hémorragie. Dans ce cas, il sera interrompu par suture ou électrocoagulation. Un écoulement en nappe indique une origine veineuse. Le praticien place un pansement hémostatique dans l'alvéole, puis suture et comprime. Les conseils post-opératoires sont renouvelés. Si l'état général du patient est altéré, il faut rapidement contacter les services d'urgence. Les lésions du nerf alvéolaire inférieur. L'extraction d'une dent de sagesse inférieure est la cause la plus fréquente de traumatisme du NAI. Celui-ci se manifeste par des troubles sensitifs au niveau de l'hémilèvre inférieur, en exo comme en intrabuccal. Le patient doit impérativement être informé de ce risque. L'essentiel de la prise en charge médicale repose sur la prescription d'anti-inflammatoires ainsi que de vitamines B1, B6 et B12. La majorité des récupérations s'observe dans les 6 premiers mois. Les réponses au traitement étant souvent décevantes, il est essentiel de privilégier la prévention. Celle-ci est basée sur l'imagerie radiologique préopératoire. Une radiographie rétroalvéolaire associée à une panoramique sont souvent suffisantes, mais ne permettent pas de distinguer une projection d'une réelle proximité canal-apex. Un scanner sera alors nécessaire. Lorsque cette proximité est avérée, il faudra adapter la technique opératoire. Certains auteurs proposent de ne réaliser qu'une coronectomie. Concernant les lésions du nerf lingual, l'avulsion de la dent de sagesse inférieure est ici encore le facteur de risque le plus important du fait de sa grande proximité anatomique. Les troubles engendrés sont d'ordre sensitif pour l'hémilèvre homolatéral et sensoriel pour les 2 tiers antérieurs de la langue. De même que pour les lésions du NAI, la majorité des récupérations ont lieu dans les 6 premiers mois, mais leur pronostic est bien moins bon. Le traitement médical est le même que précédemment et il est tout aussi important de privilégier la prévention. Celle-ci est basée sur des précautions opératoires. Il est conseillé de ne pas utiliser de lame malléable en linguale. En effet, il existe un risque d'étirement du pédicule nerveux. D'autre part, l'incision de décharge sera vestibulaire à 45 degrés pour éviter de léser le nerf. Il faut noter que les examens radiologiques préopératoires ne permettent pas d'apprécier la situation du nerf lingual. Nous allons maintenant aborder les aspects juridiques de la relation praticien-patient. Ils sont principalement régis par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi de vous présenter un cas clinique. En chirurgie buccale, le litige le plus fréquemment rencontré concerne les complications liées à l'avulsion de la dent de sagesse inférieure. Madame X consulte le docteur Y, chirurgien-dentiste, pour des péricoronarites répétées au niveau de la 38. Le docteur Y réalise l'avulsion de cette dent sous anesthésie loco-régionale. À la fin de l'intervention, il lui signale que l'apex s'est fracturé et qu'il est préférable de le laisser en place. Le lendemain, Madame X lui téléphone car la sensation d'anesthésie labio-mentonnière est toujours présente. Le praticien lui rédige alors une prescription complémentaire. Lors d'une consultation ultérieure, il lui annonce que cette perte de sensibilité risque d'être définitive, ce qui conduit au dépôt de plainte de la patiente. Lors de l'expertise judiciaire, le docteur Y précise qu'il a réalisé une radiographie rétroalvéolaire révélant une racine unique et tronconique. Cet examen lui laissait présager une extraction simple et lui semblait alors suffisant. Il a rédigé une première prescription d'antibiotiques, d'AINS et d'antalgiques, ainsi qu'une prescription complémentaire composée d'anti-inflammatoires et de vitamines B1, B6 et B12. Les doléances de Madame X concernent l'engourdissement permanent de la lèvre inférieure, ainsi que des difficultés occasionnées pour se nourrir et surtout pour boire. Elle reproche à son praticien de ne pas l'avoir informé des risques liés à cette intervention et de ne pas avoir fait de panoramique. L'expert judiciaire précise que l'indication d'extraction de la 38 était justifiée car cette dent provoquait des douleurs récurrentes. La rétroalvéolaire préopératoire atteste de la forme monoradiculée et tronconique de la dent. Par contre, la proximité du nerf alvéolaire, bien que moins facilement objectivée, est discernable, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette photo. L'absence de panoramique dentaire préopératoire n'a pas permis une analyse précise des rapports racine-nerf. L'examen d'un tel cliché aurait permis d'apprécier la proximité, d'apprécier cette proximité.
et un scanner aurait pu préciser ces rapports dans le plan frontal. Sur ce cliché post-extractionnel, on peut observer la situation de l'apex résiduel par rapport au nerf alvéolaire inférieur. La dent a été conservée après l'extraction. Vous pouvez observer une importante courbure de l'apex en direction vestibulaire. L'expert judiciaire a considéré que c'était lors des mouvements de luxation de la dent que le nerf avait été lésé par écrasement ou compression. En l'absence de signes antérieurs, les lésions constatées sont en rapport direct et certain avec l'intervention. Les prescriptions post-opératoires, initiales et complémentaires, sont considérées conformes à la thérapeutique médicamenteuse recommandée. L'expert judiciaire estime que ce genre de lésion fait partie des risques habituels à cet acte. Il n'a donc pas été retenu de faute opératoire ou de suivi thérapeutique. Néanmoins, il est reproché au Dr Y un manque de précaution préopératoire pour ne pas avoir réalisé de panoramique et éventuellement un scanner, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information vis-à-vis des risques liés à ce type d'intervention. Cet exemple nous amène à nous demander qui doit apporter la preuve de l'information. En cas de litige, c'est au praticien de prouver qu'elle a bien été délivrée. Le législateur n'exige pas une preuve formelle écrite. Au contraire, elle peut être apportée par tout moyen. Cependant, il souligne l'importance du dialogue praticien-patient. Mais dans la pratique, il est souvent difficile de prouver la délivrance d'une information orale. Le praticien peut avoir recours à des écrits, mais ne peut pas se contenter de faire signer un document standardisé. Pour prouver qu'il a bien apporté l'information, il peut mentionner dans le dossier médical les dates et contenus des échanges oraux, conserver les devis signés par le patient, même s'ils ne garantissent pas une information de qualité. Si le patient a été adressé par un confrère, il peut conserver les échanges épistolaires et compte rendu d'intervention. Des personnes présentes, telles que les membres de la famille ou l'assistante dentaire, peuvent apporter leur témoignage, même s'il est subjectif. Le nombre de consultations qui ont précédé l'acte et l'importance du délai de réflexion participent à étayer la preuve de l'information. En définitive, aucun élément isolé ne peut garantir la bonne exécution du devoir d'information, mais c'est la qualité et l'importance du faisceau de preuve qui lui donnent sa valeur. En conclusion, la prise en charge du patient à risque est essentiellement basée sur l'analyse des éléments préopératoires et le contact avec le médecin traitant. Les informations recueillies permettent d'identifier des facteurs de risque et de mettre en place une conduite à tenir spécifique à chaque patient. Les recommandations étant fréquemment actualisées, la formation initiale du praticien n'est pas suffisante à l'exercice de toute une carrière. Il doit sans cesse mettre à jour ses connaissances par le biais de la formation continue. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.